Bienvenue à ce 20h30 de la Belle Radio et Télévision. Merci d'être avec nous. Voici les titres de ce journal. La Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale ont fait leur entrée officielle au Conseil de sécurité de l'ONU hier. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être en notre compagnie pour prendre ce train d'informations que nous vous proposons ce soir. Les nouveaux Africains du Conseil de sécurité des Nations Unies ont fait leur entrée officielle hier au siège de l'instance à New York. La Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale vont contribuer pendant 2 années à la prise de décision sur la paix et la sécurité mondiale. Alex Blériot-Moma. La tradition est respectée. 5 nouveaux membres non permanents font leur entrée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les Africains de ce conclave des décideurs de la géopolitique internationale ont pour nom la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Les autres sont le Koweït pour le Golfe Persique, le Pérou pour l'Amérique du Sud et la Pologne pour l'Europe. Les 5 ont été officiellement accueillis ce mardi 2 janvier pour un mandat qui court jusqu'en fin 2019. Les drapeaux des 5 nouveaux ont ainsi été hissés à l'entrée du siège de l'instance suprême de l'ONU, témoignant ainsi de leurs compétences et capacités à connaître, aviser et se prononcer sur toutes les matières touchant à la paix et à la sécurité du monde, sans droit de veto bien sûr. Mais ce n'est pas déjà rien que de faire partie de ceux qui examinent en dernier ressort les questions cruciales des relations internationales et comme l'a si bien dit le président tournant de l'instance à l'installation de ses pairs, le Kazakhstan, Kairat Umarov, la paix et la sécurité étant difficiles à obtenir, vous allez avoir une réelle chance de faire la différence lors des recherches de consensus. Rappelons que le Conseil de sécurité compte 15 membres, dont 5 permanents avec droit de veto, les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France et la Chine. Lors de la dernière Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2017 à New York, l'Afrique, par la voix du président en exercice de l'Union africaine, le Guinéen Alpha Condé, a réitéré avec force la demande africaine de siège au sein des seins de l'Organisation mondiale. Teodoro Obiang Mbasogo, le président équato-guinéen, a échappé à un coup d'État la semaine dernière. Les auteurs de cette tentative planifiée pour le 28 décembre ont été appréhendés par la police camerounaise et leur identité dévoilée. Fin de cavale pour le chef du commando qui voulait chasser Teodoro Obiang Mbasogo du pouvoir fin décembre 2017. Le général déserteur tchadien Mahamat Kodobani a été arrêté le 30 décembre à Douala au Cameroun, mais son identité n'a été dévoilée que ce jour. L'ancien haut gradé tchadien, officier supérieur à la sécurité présidentielle d'Idriss Déby, de 1990 à 2005, a déserté en 2008. C'est lui qui, le 27 décembre dernier, conduisait un commando d'une quarantaine de mercenaires lourdement armés, direction Mengomo, village de Teodoro Obiang en Guinée équatoriale. Il avait pour mission d'en finir avec le chef de l'État équato-guinéen qui séjournait dans sa ville natale. Mal leur en a pris, la police camerounaise a senti le complot et a interpellé tout ce beau monde composé d'équato-guinéens, de tchadiens, de centrafricains et de camerounais avec tout leur arsenal de guerre, selon des sources policières. Parmi les interpellés, un sergent équato-guinéen, déserteur lui aussi, originaire de la même ville que le chef de l'État et résident aux États-Unis depuis l'an 2000. C'est ce cousin du village qui serait le cerveau du coup d'État avorté. Le chef du commando ainsi que ses acolytes ont tous été transférés à Yaoundé en attendant la suite de l'affaire. Évoquant le sujet dans son message de vœux à la nation le 31 décembre 2017, le leader équato-guinéen, 38 ans au pouvoir, a dit à ses compatriotes, et je cite, « On est en train d'organiser une guerre car ils disent que j'ai passé beaucoup de temps au pouvoir. Je veux une transition heureuse, pas la guerre. » Fin de citation. Certainement que son cousin sergent déserteur n'en croyait pas un traître mot, d'où cette tentative de coup d'État. L'année 2018 s'est ouverte en République démocratique du Congo avec des affrontements et des morts. Les marches initiées par les chrétiens catholiques dans plusieurs villes du pays se sont soldées par des morts suite à la charge des forces de sécurité. L'archevêque de Kinshasa parle de barbarie.
L'année 2018 commence sous de bien mauvaises auspices en République démocratique du Congo. Plusieurs morts enregistrés à la Saint-Sylvestre, des suites de messes et de marches très politiques sous l'égide et la bannière des chrétiens catholiques. Une marche dite pacifique pour protester contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila. Une marche qui a fait 12 morts selon les organisateurs, 0 selon les autorités qui reconnaissent toutefois 5 tués en marge de la marche et dans des circonstances différentes. 0, 5, 10 ou 12, peu importe les chiffres, est-on tenté de dire. Ce qui importe, c'est le drame et les circonstances du drame. Une barbarie, a déclaré l'une des plus hautes autorités religieuses catholiques du pays, le cardinal Musengo, archevêque de Kinshasa. Il est temps que la vérité l'emporte sur le mensonge systémique, que les médiocres dégagent et que règne la paix et la justice en RD Congo, a posément martelé l'homme d'église dont on connaît l'aura et le rôle dans l'histoire politique du pays depuis le printemps de démocratie de 1990. Le dernier calendrier électoral en RD Congo, publié récemment par la Commission électorale nationale, avalisé par le Conseil de sécurité et la communauté internationale, prévoit pour le 23 décembre 2018 une série de scrutins dont la présidentielle, censée élire le successeur de Joseph Kabila. Mais l'opposition et la société civile congolaise ne sont pas d'accord et réclament l'application de l'accord du 31 décembre 2016 et exigent une transition sans Kabila. Réaliste, certains leaders dont Joseph Olenga Koy, le président de la Commission nationale du suivi de ce fameux accord, demandent de la patience et de s'organiser pour aller avec succès aux élections de décembre prochain. En s'engageant directement et en engageant ainsi les associations affiliées sur l'arène politique politicienne, l'Église catholique en RD Congo ne prend-elle pas aussi un risque de perdre son statut de médiatrice connue et respectée? Le point de la situation en République démocratique du Congo nous a été fait par Alex Blériot Moma. Au Sénégal, le procès du maire de Dakar, Khalifa Sall, évolue de report en report. Ce procès aurait dû avoir lieu aujourd'hui, 3 janvier 2018. Oumou Kalsoumba, notre correspondante à Dakar, nous fait le point. Le procès de Khalifa Sall et de ses co-inculpés dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar reprend ce mercredi 3 janvier 2018 au tribunal correctionnel de grande instance de Dakar. Ils seront tous jugés en audience spéciale. La première audience s'est tenue le 14 décembre 2017 et n'a duré qu'une trentaine de minutes dans un tribunal quadrillé par les forces de l'ordre. C'était la première apparition publique du maire de Dakar, Khalifa Sall, depuis son placement en détention en mars dernier. Rappelons que Khalifa Sall est accusé de malversation présumée portant sur 1,8 milliard de francs CFA. Du côté des alliés de l'idylle de Dakar, ils avancent que le procès est purement politique et que ce n'est pas fortuit que Khalifa Sall soit exclu du Parti socialiste à la veille de la reprise de cette audience. Ce procès vient d'être renvoyé au 23 janvier 2018 et pour comprendre le fondement de ce procès, il faut se rappeler que le maire de Dakar est accusé de détournement et de mauvaise gestion à propos de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Oumou Kalsoumba, notre correspondante, donne l'opportunité à M. Barthélémy Diaz, ancien maire d'une commune de Dakar, d'expliquer le fonctionnement de cette caisse d'avance. La ville de Dakar fonctionne de la sorte depuis plus de 3 décennies, 30 ans. C'est-à-dire que si aujourd'hui il y a faute grave, le premier fautif s'appelle l'État du Sénégal. Parce que le budget de la ville de Dakar n'est pas voté par le maire de Dakar. Il est voté par un conseil municipal qui est élu. Et ce budget est approuvé par le représentant de l'État qui se trouve être le préfet. Mais le plus intéressant, c'est qu'après chaque exercice budgétaire, on vote ce qu'on appelle le compte administratif, qui est le reflet de l'exécution du budget de l'année, bien sûr, donc précédente. Et ce même compte administratif aussi, il est approuvé par le même préfet depuis 30 ans. Et je l'ai dit, je le répète, l'État du Sénégal ne paye aucune prestation, aucun service, aucun marché en numéraire. Pour payer la même facture chaque mois, pendant 30 ans, en numéraire, ce sont des fonds politiques. On n'a pas besoin de s'expliquer pour ça. Et du Sénégal, nous nous rendons en Éthiopie où le gouvernement éthiopien vient de décider de libérer les détenus politiques pour consolider le pouvoir et promouvoir la démocratie dans ce pays. C'est un sujet signé Nathalie Okeela.
Bonne nouvelle pour les détenus politiques d'Éthiopie. L'annonce de libération de ces derniers a été faite ce mercredi au cours d'une conférence de presse animée par le chef du gouvernement éthiopien, Haile Mariam Desalegn. Pour matérialiser le projet, ce chef du gouvernement a également fait mention de la fermeture du centre de détention Mekalawi, soupçonné d'être un lieu de torture pour ces détenus politiques, une actualité qui marque ainsi un début d'année sous de meilleurs auspices dans ce pays situé en Afrique australe. Cette nouvelle s'inscrit dans le cadre de l'application des différentes mesures prises par l'État éthiopien en matière de respect des droits de l'homme depuis des années. Car l'Éthiopie a souvent été accusée et soupçonnée par les ONG et autres organisations internationales d'opérer des arrestations illégales et de masse afin d'étouffer l'avancée de la démocratie sur le continent. Voilà pour ce qui est donc des détenus qui vont être libérés en Éthiopie. À présent, nous allons parler économie et développement. Le rapport Doing Business est une étude annuelle du groupe de la Banque mondiale sur les avancées de chaque pays. Et en ce début d'année 2018, il nous paraît opportun de revenir sur le classement issu du dit rapport pour ce qui concerne les pays africains. Les modifications du classement Doing Business sont globalement modestes pour l'Afrique en 2018. 9 pays seulement figurent parmi les 100 premiers du classement mondial, contre 10 l'année dernière, le Lesotho se repliant à la 104e place. Pour les plus performants de l'année 2017, les gains ne sont impressionnants que pour l'île Maurice et le Rwanda, qui occupent maintenant respectivement la 25e et la 41e place mondiale, et dans une moindre mesure pour le Kenya, la Zambie et 7 autres pays. Pour les 43 autres, les avancées sont modestes et réversibles et ne concernent que 14 nations, les 29 étant en recul plus ou moins prononcé. De plus, les changements légaux ou réglementaires ne se reflètent pas toujours avec la même ampleur sur le fonctionnement effectif des entreprises, ce qui explique les modestes résultats obtenus dans le classement. Si les changements sont longs à concrétiser, c'est aussi qu'ils dépendent de l'existence d'une priorité politique forte, durable, donnée au développement économique et social et d'une grande détermination dans sa mise en œuvre à travers toutes les composantes de l'environnement des entreprises. À cet égard, les exemples de l'île Maurice, du Rwanda, du Maroc et dans une moindre mesure du Malawi sont connus. Ici, une stratégie globale est appliquée de longue date pour transformer le pays. Les effets concrets des mesures prises sont soigneusement suivis et les retards et déviances rapidement corrigés par un puissant pouvoir central. Ces cas montrent d'ailleurs l'absence de corrélation stricte entre cette bonne maîtrise du devenir économique du pays et son niveau de démocratie. A contrario, les cas de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Tunisie, du Ghana ou de l'Égypte montrent que la perturbation ou l'amoindrissement de ce momentum politique entraîne une dégradation des conditions dans lesquelles opèrent quotidiennement les entreprises, surtout les petites et moyennes sociétés nationales. Il existe cependant des exceptions. Au Kenya et au Nigeria, les gains constatés viennent sans doute essentiellement du système économique lui-même, puissant, diversifié et dynamique, et d'une administration suffisamment indépendante qui trouve dans leurs propres efforts d'organisation les clés de leur meilleure performance. À l'inverse, des pays montrant dans la durée une croissance solide, comme l'Éthiopie, restent enfermés autour du 160e rang mondial. Nous restons dans le secteur du développement pour parler du Rwanda, qui est cité depuis quelques années parmi les pays au monde qui avancent véritablement. Cette réussite n'est pas le fait du hasard, mais plutôt la résultante de l'action du leadership du président rwandais Paul Kagame. Voici donc les explications avec Sabrina Mpolo. Tout commence par la vision du président Paul Kagame qui consiste à unir les Rwandais pour qu'ensemble, ils bâtissent un Rwanda qui puisse profiter à chaque Rwandais. Et le mérite du président Paul Kagame est d'avoir su communiquer sa vision du Rwanda aux Rwandais pour qu'ils contribuent à sa matérialisation. La toute première étape fut de combattre la corruption grâce à un puissant et indépendant système judiciaire. Les ressources publiques se sont alors accrues et ont permis une distribution équitable. La seconde étape fut celle d'investir dans l'agriculture en tant que secteur stratégique qui donne de l'emploi à 70% de la population, soit la majorité des Rwandais. Investir dans l'agriculture constitue donc la meilleure façon de distribuer équitablement les ressources publiques. Sans oublier que l'agriculture contribue à plus de 50% au PIB, le secteur de services tels que les restaurants, l'hôtellerie
et le transport dépendent de l'agriculture. Le secteur manufacturier est quant à lui à 80% lié à l'agriculture. En outre, investir dans l'agriculture ne signifie pas seulement un accès facile au crédit, une multiplication des semences améliorées et les fertilisants ou un renforcement des capacités des agriculteurs sur les techniques modernes en agriculture. Investir dans l'agriculture signifie aussi la construction de routes pour permettre aux agriculteurs d'avoir accès au marché à temps et un accès à une électricité stable pour permettre de conserver et d'ajouter de la valeur aux produits agricoles. Le Rwanda a ainsi été en mesure de résoudre l'insécurité alimentaire et la mauvaise qualité des infrastructures, deux problèmes majeurs qui continuent à retarder de nombreux pays africains. Aujourd'hui, en ce qui concerne la nourriture, le Rwanda produit au-delà de son besoin. Le surplus est exporté vers l'est de son voisin, la République démocratique du Congo. Le Rwanda devient ainsi non seulement l'un des pays prospères d'Afrique, mais aussi l'un des pays qui attire le plus d'investisseurs en Afrique et un pays dont il faut imiter l'exemple. Le Rwanda est un pays qui devrait servir d'exemple à pratiquement tous les autres pays africains. Les objets sont parfois bizarres, ont la vie dure. Voici un objet traditionnel, le cure-dent. Le cure-dent au Sénégal, il est plus qu'un accessoire. C'est un bâtonnet qui dispose de plusieurs vertus. Et c'est un sujet que nous propose Laetitia Ngalibika. Nous serions parce qu'il y a dans ce sujet un certain nombre de choses qui sont matière à sourire. L'Afrique dispose de trésors aux 1000 vertus. C'est le cas en tout cas du cure-dent traditionnel qui, en dépit de la modernité, demeure un accessoire du look des Sénégalais. Ce petit bout de bois met toutes les tranches de la population d'accord. De 7 à 77 ans, l'on aime avoir ce qui est désormais considéré comme un accessoire coincé dans la bouche. Le cure-dent traditionnel, dont la mission première était d'aider au nettoyage des dents, nous sommes dans les années 40, est devenu un élément indispensable. Outre le complément qu'il confère à l'esthétique, l'usage de ce dernier aurait des vertus thérapeutiques et religieuses selon de nombreux commerçants. Une réalité qui pourrait expliquer sa longévité. Dans les rues de Dakar, on y trouve de toutes les variétés. Le neb-neb, le dahar, le renoussou, le gouro, le rabatou saoudo ou encore le denchidek, un cure-dent qui tire son nom d'une plante. Un cure-dent qui aide à prévenir et à soigner les saignements de la gencive, mais aussi l'hémorroïde et les maux de ventre. Certains de ces bâtonnets préviendraient également les caries selon les usagers. On dit du cure-dent qu'il serait aussi un talisman. Le bâtonnet dénommé Maturewel, vendu à 100 francs CFA la pièce, protégerait des mauvaises langues. S'il est difficile de vérifier toutes ces affirmations des vendeuses et vendeurs de ces bâtonnets, il est tout de même vrai que ces cure-dents font partie des habitudes des Sénégalais. Achetés à 2500 francs le kilogramme, ils sont revendus entre 25 et 500 francs CFA. Au pays de Senghor, les cure-dents remplacent pour certaines personnes la brosse à dents, mais même s'ils les pratiquent, il reste que la brosse à dents est indispensable pour les dents après chaque repas. Finalement, il faut se rendre compte que le cure-dent est un objet utilisé un peu partout en Afrique. Maintenant, nous allons revenir sur un fait qui a marqué le passage de 2017 à 2018, ou précisément sur les premiers instants de 2018. À l'hôpital de Douala, notre correspondante Carole Guissot nous fait découvrir le tout premier bébé de l'année. Dans cet hôpital rénové il y a quelques mois par l'épouse du chef de l'État du Cameroun, 3 naissances ont été enregistrées en ce 1er janvier 2018. Et voici notre Usain Bolt, version féminine, la championne du 100 mètres du réveillon du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018. Huguette est née 30 minutes après la cloche de minuit alors que retentissaient encore les pétards. Le film de cette nuit de réveillon avec l'heureuse mère, Linda, qui accouche son tout premier enfant le premier jour de l'année. Mercredi, le jour même de leur visite, c'était une visite dépassée que je me suis précipitée pour venir à l'hôpital. Quand je suis arrivée à l'hôpital maintenant, c'est là où la femme m'a fait le toucher directement. Elle m'a envoyé à la salle d'accouchement. Bon, je n'avais pas mal en fait, je n'avais rien. C'est quelques instants après, quelques heures après que j'ai commencé à avoir mal. Jeudi, c'était passable, la douleur est finie.
Je suis restée, j'ai demandé si je pouvais sortir. On m'a dit que non, l'enfant ne peut pas rester dans le ventre parce qu'elle a eu 10 mois, 1 semaine dans le ventre. L'hôpital de Derdo m'a retenu alors et c'est là où on a provoqué l'accouchement. Donc c'était une joie. Donc j'ai repensé aux feux d'artifice que je ne rate jamais. Pendant que les feux d'artifice éclataient dehors, mon bébé est directement sorti. Donc apparemment c'est comme si elle me ressemblait. Elle était très contente des feux d'artifice. Elle est venue au monde comme ça là, c'était mon premier vœu en fait. Et Dieu a réalisé. Les autres vœux, c'est qu'elle reste en santé et vivante. C'est tout. On le souhaite de tout cœur. Hein. Tout cœur. Bonne année 2018. Merci. Bonne année Huguette. Bonne année. Bonne année 2018. Il va falloir que nous suivions l'évolution de ce bébé. Pour boucler notre journal, nous allons prendre la direction de l'Égypte. L'Égypte qui fait partie des 5 représentants de l'Afrique au prochain mondial en Russie. Et nous sommes donc en sport, mais dans ce pays, le sport et principalement le football déchaîne les passions et pas toujours de la meilleure des façons. 28 supporters viennent d'être condamnés pour violence. Après les violentes émeutes qui ont fait 74 morts en 2012 à la suite d'une rencontre de football en Égypte, 28 supporters du club Al-Ali ont été reconnus coupables par le tribunal d'Alexandrie. La rencontre a eu lieu au stade Borg Al-Arab d'Alexandrie en octobre 2012. Au nombre des chefs d'accusation, on note l'incitation à la violence, le port des t-shirts avec messages offensants sur l'État. À l'issue de l'enquête ouverte par les autorités judiciaires, le verdict vient de tomber. 1 an d'emprisonnement et seuls 11 sur les 28 accusés ont bénéficié d'un sursis selon le tribunal d'Alexandrie. Un rappel, la rencontre de football a eu lieu entre le club tunisien Étoile du Sahel et Al-Ali d'Égypte. Sujet signé Nathalie Okeela. Et maintenant, pour boucler ce journal, une belle petite histoire. Un monsieur est allé rendre visite, comme d'habitude, à sa dulcinée. Et comme d'habitude, il lui raconte les blagues les plus folles, ce qui déclenche chez elle et chez lui, eh bien, des fous rires, des rires difficiles en tout cas à contenir. Et tout d'un coup, sous le lit, éclate le rire d'un intrus. Alors l'histoire dans sa suite ne doit pas du tout faire rire. Merci beaucoup de votre aimable attention. Au revoir et à bientôt.